mes amis, comment ça va? On est ici avec Monsieur Colin Chabot et on va parler des choses très intéressantes. On va parler de l'obscurité, de la conspiranoïde, toutes les choses qui sont mauvaises, cachées, mystérieuses. Mais avant de commencer ça, Monsieur Colin, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ah, ça va. Oui. L'émission dernière, Oui. on a parlé avec des vies passées, Oui. mais il y a beaucoup de questions parce que vous m'avez expliqué comment retourner de ce voyage. On va commencer avec ça Oui. et après on va parler de l'obscurité. La face obscure des extraterrestres, c'est de l'ensemble des croyances dans ce sens-là. Oui, parce que quand on a enregistré la dernière, j'ai dit beaucoup de choses. Et j'ai oublié de mentionner, comme entre autres, j'ai expliqué la technique pour les gens qui voudraient avoir accès à leur vie antérieure, avoir des brides de souvenirs de vie antérieure qui pourraient les aider à comprendre leur vie actuelle. J'ai expliqué une technique très simple, très efficace. Moi, je l'ai appris par un Français qui était venu au Québec faire un stage d'un week-end et on avait fait ça en groupe, sa technique. Et je vais l'expliquer parce que quelqu'un m'a demandé sur mon Facebook si je connaissais des trucs pour avoir accès à ses vies antérieures. J'ai dit oui, un truc très simple. Et j'ai reçu un message cette semaine me disant comme quoi que la personne l'avait utilisé et ça avait très bien fonctionné, qu'il y avait eu beaucoup de réponses à des questionnements sur sa personnalité actuelle versus des vies antérieures. La technique, j'en parle dans la vidéo Pourquoi selon les extras 3, mais je vais la répéter parce que j'ai oublié simplement de mentionner la fin, comment revenir. Donc la technique, très rapidement, pour dire aux gens, vous relaxez, soit sur une chaise, un fauteuil, dans votre lit, vous imaginez une pièce très confortable dans laquelle vous allez vous étendre sur un fauteuil et vous allez décorer la pièce pour qu'elle soit accueillante, sécuritaire et que vous vous sentez protégé dans ce lieu. À ce moment-là, vous pouvez faire appel à un guide, à une entité supérieure qui peut vous protéger le lieu et protéger aussi les expériences que vous allez vivre. À partir de ça, vous imaginez qu'il y a un escalier qui descend dans la pièce et que l'escalier a 10 marches. Et que la première marche, c'est la marche 10, et vous descendez marche par marche, très lentement, et à chaque marche que vous descendez, vous devez vous sentir de plus en plus profondément relaxé, et jusqu'à la première marche, où vous êtes dans un état, je dirais, d'hypnose légère. À ce moment-là, vous imaginez un corridor devant vous, et dans ce corridor, il y a autant de portes que vous avez eu de vie avant, de vie antérieure. Ça peut aller de 3 portes à 1000 portes, mais bon. ne partons pas trop vite. Et vous n'avez qu'à ouvrir chacune de ces portes. Vous allez vers une première porte qui vous attire naturellement. Vous l'ouvrez et vous vous laissez plonger dans l'univers qu'il y a derrière cette porte-là. Et vous devez ressentir le lieu, ressentir ce qui vous entoure, les émotions qui vous viennent, et laissez-vous emporter par ce qui se passe dans cette pièce-là. Ça se peut que les images changent, ça se peut que ça peut être un environnement intérieur d'une maison, ça peut être dans un paysage, ça peut être dans un lieu public. Et ça se peut que dans la même porte, vous vivez plusieurs paysages et plusieurs émotions, plusieurs événements différents, mais qui ont toujours rapport qu'à une seule vie. Et quand vous êtes satisfait des réponses, vous sortez de la pièce, vous refermez la porte. Important, vous refermez la porte et vous pouvez ouvrir autant de portes que vous voulez. Là, je n'expliquerai pas plus en détail puisque j'explique le cheminement. Mais une chose que je n'avais pas expliquée, c'est que quand l'expérience est terminée, quand vous avez ouvert assez de portes et que vous êtes satisfait de ce que vous avez ressenti, vécu, vous devez refaire le chemin à l'envers. Donc, remonter le corridor et remonter les marches de 1 à la 10e
lentement, et à la 10e marche, vous allez vous rasseoir sur le fauteuil, dans la pièce confortable et sécuritaire, et prenez le temps de digérer ce que vous avez vécu. Prenez le temps d'approfondir ce que vous avez vécu, et s'il y avait des émotions fortes, prenez le temps de les digérer, de les absorber, et quand vous sentez que vous avez vraiment intégré en vous ce que vous avez vécu, à ce moment-là, vous pouvez vous réveiller. Mais la façon la plus simple à cette étape-là, c'est simplement de bouger un peu les jambes, puis les mains, les bras, et vous ouvrez les yeux. Et automatiquement, vous reprenez conscience de l'endroit où vous êtes, chez vous, dans votre appartement. Perfect. Et c'est cette partie-là que j'avais oublié de... Oui. Cette méthode Oui. est une auto-hypnose, c'est une méditation, Ouais. ou qu'est-ce que c'est une visualisation créative? Qu'est-ce que c'est cette méthode-là? Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de thérapie psychosomatique. La psychosomatique, la méthode de base, c'est le corps physique enregistré, tout ce qu'on a vécu dans le passé, autant dans cette vie présente que dans d'autres vies. Et il garde en mémoire, dans ses cellules, tout notre héritage de notre passé. Et au contraire que c'est difficile de le ramener à la conscience, c'est le contraire, c'est très facile, parce que le corps a envie d'exprimer ce qu'il retient en lui, ce qu'il a bloqué, ce qu'il n'a pas vécu à 100%. Parce que dans le fond, ce que le corps enregistre, en plus de tout son passé, il enregistre aussi d'une façon émotionnelle les événements qu'il n'a pas été capable de vivre à 100%, parce que c'était trop dur pour les capacités de l'époque. Comme un enfant qui vit un traumatisme, il n'est pas assez mature souvent pour le vivre à 100%. Alors, il reste toujours des résidus dans le corps d'événements qui ont été vécus qu'à 10%, qu'à 20%, qu'à 50%, mais qui n'ont pas été vécus entièrement. Dans les techniques de psychosomatique, on nous demande de nous étendre, d'écarter un peu les jambes, les bras du corps pour prendre une position de vulnérabilité. Et on prend de grandes respirations par le ventre, pas par les poumons, mais par le ventre, parce que le siège de l'enfant est dans le ventre. Et le cerveau primitif, notre vrai cerveau, il est là. Le cerveau émotionnel, il est dans le ventre. Donc, en respirant profondément par le ventre, dans une position de vulnérabilité, automatiquement, il nous vient des sensations physiques qui sont en rapport avec des événements. Et c'est plus facile de laisser sortir ces événements-là, traumatisants, ou du moins qui contenaient une charge émotive très forte. C'est plus facile qu'au contraire de le retenir. Ça demande un effort très important au corps physique de retenir ces émotions-là, tandis que quand on donne la chance au corps, parce qu'il faut considérer son corps comme étant une entité intelligente. L'intelligence n'est pas que là. L'intelligence est dans toutes les cellules du corps. Et le corps, quand on lui donne la permission, quand on lui fait confiance, il est prêt à nous dévoiler des choses qu'il cache. Qu'il cache à l'origine pour nous protéger, pour qu'on ne souffre pas. Mais quand tu es rendu un adulte, tu es capable, à ce moment-là, de vivre des choses que tu as la force pour le vivre. Mais le corps reste toujours dans l'idée que peut-être tu n'as pas l'énergie, la force mentale pour vivre des traumatismes passés. Mais il faut le dire au corps, il faut dire à son corps, non, je suis rendu assez avancé, assez évolué à tous les niveaux, assez fort mentalement pour revivre des choses traumatisantes. Je suis capable de les vivre maintenant à 100%. Mais il faut faire confiance au corps, comme quoi il est intelligent, puis de lui demander la permission. Veux-tu me révéler des choses qui m'aideraient à grandir aujourd'hui, à être mieux dans ma peau, à me sentir plus à l'aise, plus en confiance? Et le corps va exprimer naturellement des choses. C'est très facile. Perfect. Et je ne parle pas à travers mon chapeau, parce que j'ai vécu des thérapies psychosomatiques à l'âge de 20 ans, où j'étais étendu, puis qu'on me faisait faire ce que je viens de dire là, une relaxation profonde, et avec des respirations par le ventre, et automatiquement, il venait des sensations physiques qui se raccolaient à des événements. Magnifique. OK. Colin, on va parler des côtés obscurs. Oui.
est-ce qu'il y a des entités extraterrestres qui sont par des côtés obscurs et utilisent l'humanité comme des animaux? Il existe ou non? OK. Une autre chose que je veux dire aussi, en rapport à l'autre vidéo, j'avais parlé des guides et j'avais parlé aussi que faut pas compter sur notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs pour être des guides. Non. Mais j'ai oublié d'expliquer que, j'ai expliqué que chaque être humain n'avait pas nécessairement un ange gardien ou un guide attitré à lui. Mais si la personne en fait la demande, quelqu'un va se présenter. Mais beaucoup de gens m'ont parlé dans le passé que tu dis que la Terre puis les planètes de notre système solaire sont en quarantaine. Ils sont en ce moment bloqués, coupés du reste de l'univers. Parce qu'on est en ce moment un système solaire qui a fait des choses dans le passé, qui a menacé l'univers autour, qui fait qu'on est comme en quarantaine. Alors quelqu'un pourrait me dire, ben oui, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui communiquent avec des êtres spirituels, avec des guides? Je dis oui, c'est possible. Mais ces guides-là, ces êtres spirituels-là, sont ici, sur la Terre, dans des hautes fréquences. Ils ne sont pas en dehors de notre système solaire. Ils font partie de notre système solaire. Ce sont des êtres qui ont évolué sur la Terre, qui sont rendus à un niveau d'évolution qui les met dans des niveaux de haute fréquence, mais c'est ici. Il n'y a pas un humain en ce moment sur la Terre qui peut communiquer avec des êtres spirituels qui viennent de d'autres mondes. Si ces êtres-là ne sont pas mandatés ou ils n'ont pas la permission de venir nous parler. Il y a des êtres de d'autres planètes qui viennent en ce moment pour nous aider, mais ils ont l'autorisation de venir ici. Mais les guides que les gens côtoient, que ce soit des êtres de lumière ou des êtres évolués, ce sont des êtres qui sont en partant ici et qui sont aussi en quarantaine avec nous, qui sont en ce moment limités. À cause j'ai parlé des autres vidéos, de tout ce qu'on a fait dans le passé. Alors j'avais ça à dire aussi, par rapport à l'autre. Mais vous pouvez contacter des êtres très évolués qui sont ici dans les hautes fréquences qui entourent la planète Terre et qui sont prêts à nous aider n'importe quand. Mais ce ne sont pas des êtres qui viennent de l'extérieur de notre système solaire. Pas en ce moment. Je dis ça comme je suis convaincu, mais une voix me dit que c'est comme ça, c'est comme ça. OK. On revient à ta fameuse question. Je ne peux pas répondre oui ou non. Ça serait encore là d'imaginer que l'univers fonctionne avec des bons puis des méchants, avec des êtres de lumière puis des êtres de ténèbres, des bons extraterrestres et des mauvais extraterrestres. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plein de nuances. Les êtres humains sur la Terre sont pleins de nuances. On ne peut pas dire que les êtres humains sur la Terre, ce sont tous des êtres négatifs. On ne peut pas dire que c'est tous des êtres positifs. On ne peut pas dire que ce sont tous des êtres méchants. On ne peut pas dire que ce sont tous des êtres merveilleux qui pensent qu'à aider leur prochain. Non. OK. Je vais contourner ta réponse. Il faut que je dise en partant que où j'en suis rendu dans mon évolution, tous les êtres négatifs, les entités négatives, ça ne m'affecte pas. Je les attire pas, puis ils ne m'attirent pas. Je les ai pas dans ma vie. Parce que où j'en suis rendu, je fréquente que les êtres qui sont à peu près rendus au même niveau que moi. Quand je côtoie des extraterrestres ou des êtres sur la Terre, en général, je suis attiré et je côtoie des êtres qui sont à la même fréquence que moi. Donc, je vais être honnête. À soir, je vais parler d'un paquet de sujets qui ne me concernent pas intimement, mais j'ai quand même une réflexion par rapport à ça. Mais je ne suis pas invincible. Récemment, un exemple. Récemment, j'ai été en contact avec une femme qui, depuis plusieurs années, au moins 5-6 ans, elle était harcelée par des entités négatives, des entités qui cherchaient
à la violer, à l'étouffer, à l'oppresser de différentes façons. D'où vient son histoire? Bon, c'est une femme qui m'a été... Moi, on m'envoie toutes sortes de monde. C'est quelqu'un qui m'avait parlé qu'elle connaissait une femme qui a fait un burn-out au niveau du travail, qui l'a épuisé physiquement et émotionnellement. À ce moment-là, elle s'est sentie très vulnérable. Elle est allée voir plusieurs médecines douces pour essayer de régler son problème d'une fatigue chronique. Et là, à ce moment-là, elle a rencontré un magnétiseur qui a fait des passes énergétiques sur elle. Et elle a comme senti que cet être-là, qui lui a fait des passes sur elle, avait brisé son enveloppe énergétique, avait créé des débalancements et même des trous dans son enveloppe protectrice qu'on a tous, en général, à la naissance. Donc, à partir de cet événement-là, elle s'est sentie entourée d'êtres négatifs, de sentir des êtres qui essayaient de rentrer en elle, de la posséder, de la tourmenter à tous les niveaux. Alors, on a jasé ensemble pendant plusieurs heures au téléphone. J'ai prodigué tous les conseils que je pouvais à partir de ce que je connaissais, de ce que je savais. Mais voici, je lui suggère, entre autres, je lui dis, moi, je vais t'aider un peu à distance et je vais t'envoyer même des anges protecteurs. Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi, demandez-moi pas trop d'affaires. Je sais pas pourquoi je suis en contact avec des êtres qui sont des anges. Je suis en contact avec différents anges qui vivent dans la 5e fréquence, 5e monde. Et je sais pas pourquoi je suis capable de leur parler puis leur demander des conseils. Bon, je pourrais dire la vérité, c'est parce que Nasha qui est en moi, il est dans cette fréquence-là. Il est rendu dans la 5e fréquence autour de la Terre. Donc, il est chum avec des anges qui sont nés et qui vivent dans cet univers-là, qui ne connaissent pas nécessairement la matière, mais qui sont nés dans ce monde-là, dans la 5e fréquence. Alors, je peux facilement demander gentiment et poliment à ces êtres-là s'ils peuvent m'aider dans toutes sortes de circonstances. Et entre autres, il existe des anges qui sont comme des anges soldats. Des anges que si tu les appelles, et ce sont des anges qui ont comme une épée de lumière dans les mains, et qui peuvent faire vraiment comme des gardes du corps autour de toi, ou je peux les envoyer à quelqu'un. Alors, en parlant avec cette femme-là, je lui dis, je vais t'envoyer deux anges soldats pour te protéger, pour couper les liens avec ces entités qui te harcèlent. OK, pas de problème. Alors, je fais un certain cérémonial pour lui envoyer 2 anges gardiens. À 2 anges soldats, pas gardiens. Vraiment, soldats, ils sont plus forts. Ils sont plus forts que des anges gardiens. Ce sont des soldats de lumière, mais c'est des soldats. Mais le comeback est arrivé pendant la nuit. Au milieu de la nuit, je me suis senti... C'est comme si des êtres me mettaient une couverture noire sur moi et commençaient à m'étouffer avec cette couverture-là. J'avais la misère à respirer, puis là, j'ai commencé... Là, sur le coup, je me suis dit, est-ce que ce sont les extraterrestres qui m'enlèvent, normalement, qui sont en train... Là, j'ai dit, normalement, ils ne m'enlèvent pas comme ça. Puis là, émotionnellement, j'ai eu peur. J'ai dit, j'ai crié, vous savez, j'ai peur dans le noir. Arrêtez, j'ai peur dans le noir. Ils étaient en train de m'étouffer avec une espèce d'élément noir autour de moi. Et là, pour dire, je n'ai pas vécu ça souvent dans ma vie. Et là, mais je me suis ressaisi et j'ai dit, wow! J'ai dit, Dieu est en moi, je suis entouré de lumière, rien ne peut m'affecter. En disant ça, ça n'a pas disparu tout de suite. Ça a pris quelques minutes pour qu'on me dégage puis que ça en aille. Mais pendant quelques secondes, j'ai cru que peut-être c'était les extraterrestres qui venaient me chercher. Mais après ça, j'ai dit non, c'est pas la même énergie. Et c'est simplement en me réveillant que là, j'ai dit, ouais, ben je pense que ce que j'ai fait pour la femme dans la journée, les entités qui la harcelaient n'ont pas aimé ça, puis ils sont venus me voir. Oh, ben j'ai dit, ok, d'accord, j'ai dit, bon, je veux bien aider le monde, mais moi, toute ma vie,
j'ai jamais eu peur de rien. Il y a quelque chose qui me dit que je suis très, très protégé et que personne ne peut me faire du mal. Ça, je l'ai toujours su, puis je me sens comme ça. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là, j'ai vécu ça la nuit après avoir aidé cette femme-là, mais j'ai quand même pris conscience de la force de certaines entités. Et que si toi-même, tu n'es pas assez fort pour brandir ta force et de déclarer « Je suis plus fort que vous, vous ne pouvez pas m'atteindre ». Ça, c'est arrivé souvent, plus jeune, quand j'étais moins fort au niveau énergétique, de me battre pendant la nuit avec certaines entités qui venaient me harceler. Et je me battais avec l'être. Mais à un moment donné, je me rendais compte que c'était une bataille inutile, puisque c'était une bataille où il n'y avait pas de gagnant ni de perdant. C'était éternel. Alors quand je voyais que ça allait nulle part, je coupais. Non, j'arrête de me défendre. Je suis entouré de lumière. Dieu est en moi. Personne ne peut m'attaquer. Et pouf, ça arrêtait. Alors je me suis toujours servi de ça. J'explique ça parce que ce qu'on va parler ce soir, c'est un peu de tout ça. Le satanisme, les conspirationnistes, les êtres maléfiques qui sont derrière une manipulation de l'être humain. Ce que je vais dire ce soir, c'est que moi, il ne m'affecte plus, mais c'est pas parce qu'il ne m'affecte pas que j'ai pas une certaine crainte, un certain respect de ces êtres-là. C'est pas parce que je n'ai pas peur d'eux que je me moque d'eux. Je les respecte pour ce qu'ils sont. Il n'y a personne qui est ni blanc ni noir. Il ne faut pas oublier que les religions animistes, les vraies religions animistes qui croient en ce qu'il y a du divin en toute chose, pour les animistes, il n'y a pas tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas un Dieu immensément bon qui se bat contre un être immensément mauvais. Chaque être a les deux envers. La pluie peut être salvatrice, puis elle peut être destructrice. Le feu, la même chose. Tout être humain a ces deux facettes. Il peut être diabolique, comme il peut être divin, et il peut se promener entre les deux. C'est le choix de chacun, dépendamment de son évolution. Une autre chose que je vais dire, je tourne autour de ta question, mais ça répond, pardon. Il n'y a pas de victime, puis il n'y a pas de bourreau. On vit ce qu'on doit vivre. Ce qui nous arrive dans notre vie est en rapport à où qu'on est rendu, et ce que l'on vit nous appartient. Ce n'est pas une erreur du destin qui nous envoie des malheurs qui ne correspondent pas à nous et à notre cheminement, premièrement. Deuxièmement, je vais casser une première bulle. La première bulle, c'est le Seigneur des Anneaux. On a tous vu le Seigneur des Anneaux. OK. Dans la réalité, il n'y a pas d'être de lumière qui se bat contre des êtres maléfiques, des ténèbres. Ça n'a pas de sens. Un être lumineux ne se bat pas en partant. Un être qui est rendu à un niveau d'évolution spirituel ou lumineux, quoi que ce soit, ne se bat jamais contre un individu mauvais. Ça n'a aucun sens, puisqu'il utilise les mêmes armes que l'être mauvais. Dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit les elfes, que ce soit Gandalf ou tous les personnages bons, ils se battent à coups d'épée pour couper des têtes de méchants. Ça n'existe pas dans l'univers. Un être lumineux est rendu à un point d'évolution qui ne lève jamais la main sur n'importe quel autre être, aussi méchant qu'il peut l'être. L'être méchant a le droit d'exister. Deuxièmement, dans Le Seigneur des Anneaux, tous ces êtres maléfiques qui sont d'une laideur insupportable, ça n'existe pas dans l'univers. La création de l'univers est basée sur trois principes, la beauté, la bonté, la vérité. Ça n'existe pas des êtres qui sont créés pour créer des êtres difformes et laids. Il y a quelques
petites erreurs de la nature, mais il n'y a pas aucune race dans l'univers qui crée des êtres laids pour créer des êtres laids. Ça n'existe pas. Bon. Mais tout ça pour résumer que quelqu'un sur Internet avait dit une phrase qui m'avait beaucoup frappé. Il avait dit, pendant longtemps, je me considérais comme un chevalier de la lumière qui se battait contre les forces obscures. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas à me battre contre personne. C'est quoi ces chevaliers de lumière qui se battent contre des chevaliers des ténèbres? Ça n'existe pas. Et il y a des races qui se battent entre eux parce qu'ils sont à peu près du même niveau d'évolution. Certains sont un peu plus évolués, d'autres un peu moins. Alors, c'est des batailles dans les mêmes fréquences, dans les mêmes univers, où tous les êtres sont à peu près rendus au même niveau d'évolution. Mais des êtres rendus à un niveau supérieur d'évolution ne condamnent, ne se battent pas, ne méprisent aucun autre être qui n'est pas rendu au même niveau. C'est sûr qu'il ne faut pas être bonasse envers les êtres qui sont inférieurs, torturés, maléfiques, méchants. Il ne faut pas être bonasse envers eux, mais il faut comprendre qu'ils sont en cheminement, en évolution, et qu'on a presque tous passé par là. Qui peut se vanter dans une autre vie de ne pas avoir tué, torturé, être méchant, être tyrannique? Personne ne peut se vanter de ne pas l'avoir été, sauf une jeune âme. Mais un jour ou l'autre, il va passer par là. Parce qu'on prend conscience de chaque chose par son contraire. Pour comprendre le respect de la vie, il faut ne pas l'avoir respecté. Il faut connaître le contraire. Pour connaître le respect de la vie, il faut en avoir abusé, jusqu'au jour où on prend conscience que la vie d'un autre est aussi importante que notre vie. Et ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même. OK. Premier grand débat. Je me suis... donc, tous les êtres maléfiques. OK. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas par où commencer parce que ça se mêle dans ma tête. Je vais dire une autre chose. Entre deux vies, j'ai visité les mondes inférieurs. J'ai vu le bas astral. J'ai vu des choses innommables. J'ai vu des choses terribles. Mais je ne peux pas condamner aucun de ces êtres-là qui est là. Il vit des choses, il doit apprendre là, il y a quelque chose, il y a une purification qui se fait là. Le feu de l'enfer, c'est un feu purificateur. Au point de départ. Et on ne reste pas plus à l'enfer qu'on reste ailleurs. C'est un endroit de purification. Et quand tu es rendu à un assez bon niveau d'évolution, même dans l'être le plus ignoble, si tu le regardes et tu vois à travers lui, tu vois toute la souffrance de cet être-là. Tu vois tout son passé. Tu vois par où il est passé pour en arriver à où il est rendu. Et tu sais qu'il y a un assez grand cheminement à faire encore pour comprendre bien des choses. Mais il doit passer par là, il doit vivre ça. OK. Là, ça répond plus ou moins à ta première question, mais on va rentrer lentement dans cette obsession des conspirationnistes au niveau des extraterrestres. C'est un long débat, puis il faut que je le prenne à partir de quel élément. OK. J'ai parlé dans une autre vidéo que les conspirationnistes, là, ils empilent des suppositions, une par-dessus l'autre, jusqu'à obtenir une espèce de semblant de vérité. La plupart des conspirationnistes, ils partent de certains faits réels et ils rajoutent des suppositions par-dessus. Puis, une autre personne reprend la supposition avec la nouvelle hypothèse, en fait une vérité et il rajoute d'autres éléments. Ça va tellement loin que les vrais conspirationnistes mettent tout en doute. Mettent tout en doute.
Peut-être qu'on ne vit pas dans un monde réel. Peut-être que la Terre n'est pas ronde. Peut-être qu'on vit dans un monde créé par d'autres êtres intelligents. Ça se peut que nos gouvernements nous mentent complètement. Ça se peut que les gouvernements sont manipulés par des extraterrestres ou par des groupes, des sectes. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Dans ta vie quotidienne, tu manges, tu as ton travail, tu as tes enfants, ta famille, tes loisirs. Qu'est-ce que ça affecte dans ta vie aujourd'hui? Beaucoup des conspirationnistes, je vais donner, moi j'ai dû me taper des documentaires de 2-3 heures sur tout cet univers-là, et pour moi, c'est pénible à regarder. J'ai regardé un conspirationniste ces derniers jours qui disait, regardez, voici un tableau du 15e siècle avec plusieurs visages, et regardez le troisième visage. C'est exactement le portrait de Sylvester Stallone, l'acteur américain. Hey, voici la preuve que Sylvester Stallone est un voyageur dans le temps. OK. Ça, on appelle ça des gens qui élaborent des théories en vase clos. Ils sont chez eux, ils sont tout seuls, ils ne communiquent pas avec les autres, et ils échappent des théories. Et le même conspirationniste montrait un paquet de tableaux de différentes époques et reconnaissait dans différents visages des êtres d'aujourd'hui. Pour lui, c'était une conclusion qu'il y a des êtres qui voyagent dans le temps. Sauf qu'on est des milliards sur la Terre. Puis moi, le Colin, là, combien qu'il y a des copies de moi sur la Terre en ce moment, là? Il doit y en avoir au moins une vingtaine, une trentaine, qui me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ça veut-tu dire que j'ai le don de duplicité, de me dédoubler? Oui. C'est-tu parce que j'ai la possibilité de me dédoubler, de me quadrupler, de me vingtipler? Mais non, c'est des êtres qui sont nés avec... Tu sais, il y a 6 milliards de gens sur la Terre. Je me croirais qu'il n'y a pas un pattern qui se répète. À un moment donné, 2 yeux, un nez, puis une bouche, 2 oreilles, à un moment donné, ça se répète. Mais il y a des conspirationnistes qui élaborent des théories à partir de ça. Ça, c'est dans les plus loufoques. Mais quand ça va plus loin, c'est quand on commence à parler que dans les gouvernements, il y a des sectes. Premièrement, des sectes qui disent qu'il y a des sectes qui veulent qu'on réduise la population sur la Terre. Bon, ben, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ça fait mauditement du temps qu'on en parle, puis que la population ne diminue pas, elle augmente. C'est dur à expliquer comment... OK. En ce moment, je suis en contact avec plusieurs contactés que je rencontre. J'en rencontre plusieurs par semaine en ce moment. Et j'ai rencontré plusieurs contactés qui ont vécu des vraies expériences avec des extraterrestres. Mais comme ils sont tout seuls chez eux et qu'ils ne communiquent pas avec d'autres personnes parce que personne ne veut entendre leur histoire, alors, en vase clos, c'est-à-dire dans leur univers, à partir de ce qu'ils ont réellement vécu, ils partent des théories, ils partent des concepts, et là, ces concepts-là dérapent. Parce qu'ils ne partagent pas avec la réalité. Parce que l'univers fonctionne sur un principe très simple. On a un univers individuel, il y a l'univers commun à tous, et entre les deux se crée ce qu'on appelle la personnalité, l'univers personnel. L'univers personnel de chacun naît de la rencontre d'un individu avec le commun à tous, l'univers autour de lui. Sans ces deux composantes-là, il peut y avoir des dérapages. Des gens qui vivent en vase clos et se créent des univers qui s'appuient sur rien, sauf un échafaudage de concepts. Et j'ai rencontré plusieurs contactés qui m'ont demandé de lire des textes qu'ils ont écrits, guidés, transcrits, que des êtres leur suggèrent. Et ça fait plusieurs que je rencontre. Mais je découvre des textes.
Moi, j'en ai écrit à l'âge de 20 ans, j'en ai montré un, mais je pourrais en montrer d'autres. Des écrits en vase clos. C'est-à-dire des écrits qui sont bons que pour moi, qui m'amènent à comprendre des choses, mais qui n'est pas communicable aux autres personnes. C'est personnel à chacun. Et j'en ai lu plusieurs textes écrits par des contactés, et j'ai été obligé de leur dire, écoute, ce que tu as reçu comme message, c'est correct pour toi. Mais ce qu'ils t'ont expliqué, les extraterrestres, ce n'est c'est 1% de la vérité sur l'univers. Et le 1% qu'ils t'ont expliqué, tu as cru que c'était toute la vérité de l'univers. Je vais donner un exemple. J'espère que la personne, si elle écoute ce que je vais dire, elle ne sera pas offusquée. Un contacté m'a fait venir chez lui, puis il m'a montré toute une grande théorie qui est en train d'échafauder et qui expliquerait la matrice en tant que comment que l'univers est créé en tant que matrice divine. Le concept était assez intéressant au point de départ. Mais toute sa théorie s'est basée sur le français, l'anglais et les chiffres, la numérologie. Et là, il m'expliquait, c'était assez bien construit, son idée, et un moment donné, je l'ai arrêté, j'ai dit, l'univers n'est pas construit sur le français et l'anglais. L'univers est basé sur deux grands concepts, les chiffres, la numérologie, et les couleurs. Les chiffres pour le mental, la rigueur de l'architecture de l'univers, et les couleurs pour toute la charge émotionnelle de l'univers. C'est les couleurs qui répondent à ça. Ce sont les deux seuls principes qui sont universels. Mais n'échafaude pas une théorie universelle à partir du français et de l'anglais. Excuse-moi, mais il y a d'autres langues sur la Terre, premièrement, et le français et l'anglais n'existent que depuis même pas 500, 600 ans. Je lui ai fait un peu de la peine, mais j'ai été obligé de lui dire. Et j'ai rencontré d'autres contactés, mais ce qu'il recevait comme message va être quand même très positif. Il est en train de tout comprendre le sens caché des mots français puis des mots anglais, puis de tous les rapports de syntaxe entre les mots. J'aurais pu amener ce soir un texte que j'ai écrit à 24 ans qui faisait le jeu subtil entre tous les mots, leur sens caché, leur syntaxe et leur rapport. Alors, j'ai dit à cette personne-là, tu as saisi peut-être 1% de la vérité. Le sens caché de notre langue. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas applicable au reste de l'univers. OK. Donc, il y a beaucoup de conspirationnistes qui parlent des théories comme ça, qui sont faites à partir d'éléments très particuliers dont ils essaient d'en faire quelque chose d'universel. Je vais faire une blague. J'adore les blagues. Elle est comique, celle-là. C'est une vraie blague. Il y a un mois, j'étais dans un autobus, comme ça, j'étais assis dans un autobus sur un siège, ça. À un moment donné, l'autobus s'arrête à une lumière rouge. Puis à côté, il y a un camion qui arrive, un camion tout blanc qui s'arrête. Et sur l'autobus extérieur, c'était marqué la STM, Société de transport de Montréal. C'est le système d'autobus de la ville de Montréal où j'habite. STM. Ça s'est reflété sur le camion et ça donnait MTS, maladie transmise sexuellement. Alors, j'ai dit, tiens, on va jouer au conspirationniste. Donc, le sens caché de STM, Société de transport de Montréal, cache un dessin maléfique qui a rapport avec les maladies transmissibles sexuellement. Alors, je me suis dit, on n'attrape pas les maladies vénériennes qu'en s'assoyant sur une toilette publique, mais aussi sur un siège d'autobus. C'est ridicule, là, ce que je raconte, mais c'est très, 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 très proche de ce que j'entends et je vois. Les gens vont voir un cercle dans le haut d'une bâtisse, dans un triangle. Ah, le cercle, c'est un symbole solaire venant de l'époque égyptienne. Donc, les gens qui sont dans cette bâtisse-là ont des origines cachées de mouvements religieux égyptiens. C'était un cercle. Un cercle.
Tant qu'à ça, chaque fois que je mange un beigne, c'est un rituel en l'honneur d'une secte solaire. Un beigne, c'est rond. Bon, OK, j'en dirai pas plus, mais je veux pas me moquer. Je veux pas qu'on pense que je me moque. Mais la pire chose que j'ai vue récemment, puis qui m'a fait vraiment rire un peu, c'était deux conspirationnistes qui parlaient ensemble et qui expliquaient toutes leurs théories conspirationnistes. Puis à un moment donné, un des deux conspirationnistes a dit « Qui me dit que ce que tu dis n'est pas une manipulation pour essayer de me manipuler, puis que tes idées conspirationnistes cachent peut-être que tu es toi-même sous l'égide d'une force négative. » Le conspirationniste doutait de l'autre conspirationniste. Et c'est là que moi, je débarque. Vivre dans la peur, le doute, la méfiance, la paranoïa. Tout ce qui m'entoure cache quelque chose de négatif. Tout ce qui m'entoure peut être suspect. On peut-tu vivre comme ça? On peut-tu construire quelque chose dans la vie en ayant peur de tout? Encore là, je ne veux pas me répéter, mais est-ce que tous ces éléments-là jouent dans ta vie actuelle? Moi, j'ai eu longtemps un ami je n'aimerais pas son nom, c'était quelqu'un de très négatif, très pessimiste envers tout. Et il avait des craintes sur l'avenir, sur son futur. Je l'ai connu pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il avait toujours la crainte de perdre son emploi, de ne plus avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir s'occuper de sa mère, de ne pas pouvoir faire ci, de ne pas pouvoir ça. Puis s'il m'arrive, si je tombe malade, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux vendre ma maison? Et toutes ces peurs, il était chanceux. 95% ne se sont pas réalisés. Mais il a vécu pendant 20 ans sur des peurs du futur qui ne se sont jamais réalisées. Alors, quand j'entends des conspirationnistes qui parlent de on va tout être avec des puces dans le corps, qui vont nous identifier, on n'aurait plus de vie privée, on va être comme des robots, on va savoir tout sur nous autres, des gouvernements vont éliminer ceux qui dérangent. On peut-tu attendre? On peut-tu attendre qu'il se passe de quoi avant de... Tu sais, à travers l'histoire, il y a eu des centaines et des centaines de dictatures. Elles n'ont jamais duré. Parce que les humains sont assez intelligents pour faire volte-face quand ils vivent des choses qui les ostracisent. Moi, je suis porté à dire, puis ça, oui, je vais le dire, beaucoup d'extraterrestres reprochent aux humains d'être individualistes, de ne pas avoir une conscience du groupe, de la race à laquelle ils appartiennent. Souvent, les humains pensent à leur nombril avant de penser à la collectivité. Les êtres humains sont en cheminement pour s'en aller vers une plus grande conscience du respect de l'humanité en général. Mais ils sont assez individualistes. Alors, d'être conspirationniste et de craindre que tous les humains se retrouvent assujettis à quelques seigneurs et qu'ils soient bâillonnés dans leur mode de vie, dans leur expression verbale, les extraterrestres n'ont pas grand crainte face à ça. Parce que les humains sont avant tout individualistes et quand ils ont une oppression, quand ils sentent que quelque chose va trop loin, ils ne se gênent pas pour renverser des gouvernements, renverser des pouvoirs autoritaires. Ça, c'est le contraire. Il faut craindre des humains. C'est son manque de solidarité envers une race. Mais craindre qu'ils peuvent devenir des moutons assujettis à des mouvements secrets, c'est loin de mes craintes. Et quand je parlais de mon ami qui avait une crainte du futur, c'est la même chose qui me revient. Parce que quand j'écoute des conspirationnistes qui font une description du futur d'une façon apocalyptique ou vraiment épeurante, non, j'embarque pas. J'embarque pas parce que j'ai 64 ans, là. J'en ai vécu des choses dans ma vie.
J'en ai connu des mouvements qui ont libéré beaucoup de choses. On s'est libéré des religions trop oppressantes. On s'est libéré de toute une série de carcans. Puis l'être humain, il est fait comme ça. Quand il se sent coincé, il bouge, puis il fait quoi? Oui, Oui. je me souviens Oui. que la dernière fois, on a parlé de Raël. Oui, Oui, l'extraterrestre, Oui, oui. il était kidnappé, il fait une religion, ouais. il a parlé de tout ça. Et je pense que lui est conspirationniste d'une façon... Ben, j'en ai parlé de Raël, mais en dehors des vidéos, j'en ai parlé personnellement et j'en ai parlé à d'autres personnes. Euh, Moi, disons, je me sens mal de parler de Raël parce que j'aime pas parler de gens en particulier. La seule chose que je peux dire, c'est que je l'ai côtoyé, j'ai assisté à ses premières conférences qu'il a données au Québec. Il était tout jeune, il n'était pas connu encore ici au Québec. Et je l'ai écouté lors d'une conférence et j'ai posé 2, 3 questions à la fin de la conférence. Et d'après ce qu'il m'a répondu, j'ai vu tout de suite que j'avais affaire à un futur gourou. À quelqu'un qui arriverait avec, voilà, c'est ça, c'est la vérité, il n'y en a pas d'autre, et je détiens la vérité, et tout ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Et ses disciples n'avaient pas à contredire ou même à donner leur réflexion en rapport au contenu de ce qu'il déclarait. Donc, il avait tous les symptômes d'un gourou, ce qu'il va démontrer dans le futur. On sait maintenant que son bras droit, ici au Québec, vraiment son bras droit, a écrit un livre il y a quelques années où il déclarait que Raël, dans des moments de dépression, il lui a avoué que toute son histoire n'était pas vraie, que c'était inventé. Et il s'est rétracté par après, mais je parle vraiment de son bras droit. Quand on parle de son bras droit, c'était la hiérarchie tout de suite après lui, ici au Québec. Et il a écrit un livre comme quoi que, bon, il racontait son désenchantement face à Raël. Mais Raël fait partie des gens pas très évolués qui a fait beaucoup de tort au domaine ufologique. Parce que pendant 10 ans, 15 ans qu'il a régné dans cet univers-là, il n'y a plus personne qui pouvait parler d'extraterrestres sans qu'on fasse toujours référence à lui et un peu au clown qui était devenu avec les années. Et dans ce sens-là, beaucoup d'ufologues l'ont trouvé très pénible à cause de ça. Parce que beaucoup d'ufologues devaient toujours se positionner face à lui. Moi, disons, j'ai lu tous ses livres à l'époque, tout ça, puis je vais raconter une petite anecdote. Moi, je remarque tout. Premièrement, il vient d'une famille athéiste, donc pour lui, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas qu'il y a une survie après la mort. Il croit simplement que grâce aux extraterrestres, il peut être cloné, donc être prolongé dans un clone. Mais pour lui, il n'a pas de survie après la mort. Et c'est très étrange parce que dans ses livres, il se moque un peu des gens qui sont religieux, qui croient à la survie après la mort. Puis en même temps, il se moque du paradis, puis de tout le panthéon des anges et des archanges. Et pourtant, dans ses livres, il promet à ses disciples de se retrouver sur une planète vivant un univers parfait, avec des femmes robots qui satisfont tout leur plaisir, tout leur fantasme sexuel, qui passent la journée à manger, dormir et à faire l'amour. Ah, ben c'est son paradis à lui. Alors, mais une chose qui m'avait frappé, puis ça, c'est vrai ce que je vais raconter. Dans un de ses livres, il raconte qu'il est sur il est dans un vaisseau spatial, et les extraterrestres lui montrent des machines qui sont capables de créer des clones. Donc, ils peuvent prendre une cellule de quelqu'un, la mettre dans cette machine-là, et ça crée un duplicata parfait de l'entité, consciente, intelligente, tout ça. Mais il explique aussi qu'ils peuvent recréer une entité, mais à partir d'une photo, mais qui va donner une espèce d'entité pas réelle. Alors, Raël dit qu'il a sur lui la photo de sa mère, qui est décédée depuis tant d'années. Il donne la photo de sa mère à l'extraterrestre, qui la met dans la machine, et la machine recrée en quelques minutes un duplicata de sa mère en 3 dimensions, vivant, mais comme c'est à partir d'une photo et non de l'ADN,
elle n'a pas de conscience. Elle bouge, mais elle n'a pas de conscience. Alors, il regarde. Ah, il dit, c'est intéressant. Une copie de ma mère. Et après l'avoir regardé, l'extraterrestre remet sa mère dans la machine, puis elle redevient de la pâte à modeler. Tu lis ça, tu dis, attends, là, si j'ai bien compris, là, sa mère est décédée, un extraterrestre, grâce à une photo, reproduit un double de sa mère qui est décédée. Il ne ressent aucune émotion, il trouve ça bien le fun. On remet sa mère dans la machine à bouillir, et c'est tout. Ah, il y a quelque chose qui cloche, là. C'est pas un être humain qui dirait ça, là. Se retrouver devant sa mère et n'avoir aucune réaction, aucun sentiment, je ne sais pas quelle mère qu'il y a eu, là, mais c'est inhumain comme comportement. Ça m'a vraiment démontré en lisant ça, mais cet être-là, il n'est pas très, très évolué. Il est même à ras de sol. Et quand je lui avais parlé quelquefois, il m'avait toujours dit, moi j'avais dit, écoute, tu as passé 3 jours, 4 jours avec des extraterrestres, ils t'ont raconté une partie de l'univers. Est-ce que tu es conscient qu'en 3 jours, ils t'ont pas tout dit, là? Ah, non, 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 moi, tout ce qui sort de ma bouche maintenant, c'est la vérité. Parce que je les ai rencontrés, tout ce que je dis maintenant, c'est la vérité. Il ne voulait même pas admettre qu'il était un intermédiaire. Quelqu'un qui transpose un enseignement par son cerveau. Il n'accepte pas qu'il est... Même aujourd'hui, dans la science, on ne peut plus ignorer le scientifique qui fait l'expérience. Aujourd'hui, on ne peut plus mentionner, on ne peut plus ignorer que la personne qui fait l'expérience est un agent qui joue un rôle dans l'expérience. Il n'était pas capable d'admettre qu'en tant qu'intermédiaire, il retransmettait comme il pouvait des enseignements qu'il avait reçus. Il ne se voyait pas comme tout canal normal. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on transmet du mieux qu'on peut. Et à ce niveau-là, ça m'avait beaucoup déçu. J'ai dit, mon Dieu, il a tout pour devenir un gourou. Et la dernière expérience que je vais raconter, ça, je l'ai ri longtemps. Je vais dans un espèce de symposium où il y avait des Raéliens, avec un kiosque, puis des livres, tout ça. Et bon, je connaissais déjà un peu Raël, alors je m'approche du kiosque, je commence à parler aux gens, mais les autres n'arrêtaient pas de me vanter les mérites de Raël. Puis là, moi, j'ose dire, vous savez, j'ai vécu moi aussi des choses, des expériences avec les extraterrestres. Ils me regardent comme ça. C'est pas un petit peu... C'est pas un peu bizarre, c'est pas... Des Raéliens. Des Raéliens qui me laissaient entendre que j'étais pas tout à fait sain d'esprit d'oser dire que j'avais eu aussi des expériences avec les extraterrestres. Imagine-toi, des Raéliens. Alors moi, j'ai dit, ok, d'accord, vous avez l'exclusivité. Ok, vous avez l'exclusivité, vous autres, des extraterrestres. Il ne se passe rien sur la Terre en dehors de votre univers. Ça, j'avais trouvé ça quand même spécial. On aurait pensé avoir une sympathie. J'aurais pensé avoir une sympathie, une certaine compréhension, mais non, ils m'ont regardé comme un uluberlu. C'est quelque chose, hein? C'est là que j'ai dit, ben, écoute, ça a l'air que Raël a eu des droits d'exclusivité. C'est le sujet. OK, j'en dirai pas plus, c'est à peu près ça. Colin? Oui. Tu connais l'histoire de Paul Hellyer? Tu connais Paul Hellyer? Paul Hellyer est l'ancien ministre de la Défense canadienne. Oui. Il a parlé, même il y a une vidéo sur Internet, oui, il a parlé aux États-Unis, dans les congrès aux États-Unis. Ouais. Il lui a dit que les gouvernements canadiens, et même les gouvernements aux États-Unis, est avec relation, avec contact des extraterrestres. Et elle affirme ça, et elle était députée pendant 30 ans, 25 ans, et elle était le plus jeune ministre de la Défense canadienne. Oui. Et elle dit, j'ai l'expérience, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, tout. Qu'est-ce que tu penses? Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, en ce moment, c'est pas un domaine qui m'attire, qui me passionne.
Parce que, premièrement, moi, je m'intéresse plus à la politique. J'ai fait longtemps que ça fait une dizaine d'années, je ne vote plus, je n'écoute plus tout ce qui est politique. Mais je sais que toi, ça t'intéresse. Moi, j'ai fait comme une coureur sur tout ce qui est politique. Ça ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'il y a un nombre très infime d'extraterrestres qui sont rentrés en contact avec des gouvernements, qui sont avec eux, mais c'est une minorité, c'est en rapport avec les armées, avec un domaine. OK, je connais quelqu'un qui fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, mais je ne parle pas de domaine, je ne parle pas de la recherche livresque, la recherche sur le terrain. Et ils m'ont mentionné des endroits ici au Québec où il y a des bases qui sont protégées par l'armée, où il est allé en visiter un certain nombre. Il n'a pas réussi à se rendre très loin, mais où il y aurait des extraterrestres qui seraient là, sur ces bases-là. Des endroits qui sont plus ou moins abandonnés. Et il a réussi à se rendre jusqu'à un certain niveau, mais il a été refoulé par l'armée. Des endroits supposément abandonnés, où il n'y a plus d'activité commerciale ou quoi que ce soit, comme un immense centre d'achat abandonné, ou une bâtisse industrielle, ou un aéroport abandonné, quoi que ce soit. Et elles contiennent des bases souterraines où il y a des activités extraterrestres qui sont cachées par l'armée. Il est en train, parce que je ne dis pas tout, là, mais j'étais en contact avec un certain nombre de gens qui sont très impliqués dans le domaine des extraterrestres. C'est un vaste domaine que je n'ai pas encore vraiment abordé. Je ne dis pas que le destin ne m'amènera pas à en savoir plus, on va vivre des choses. J'ai posé des gestes l'été passé pour aller dans des endroits qui sont normalement interdits, où il y a des activités extraterrestres, mais qui sont interdites, qui sont protégées. J'y suis allé par moi-même. C'est là que j'ai vu une soucoupe volante dans le ciel. J'ai vu une soucoupe volante qui a passé très très haut dans le ciel et qu'une 20 minutes plus tard, un avion en réaction de l'armée suivait le même corridor aérien de la soucoupe volante. Donc la soucoupe volante était poursuivie par un avion de l'armée. C'était mon premier contact avec soucoupe volante et armée. Les deux qui se frôlent. Et j'étais dans un endroit qui était interdit au commun des mortels. Mais que je suis allé en cachette pour vivre des expériences. Moi, je fais ça de l'affaire, mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est un domaine que j'ai commencé un peu à aborder. Mais ce que Naja me dit, c'est que 90% des humains, 95% des humains sont des êtres positifs, constructifs, qui veulent faire des choses constructives dans leur vie, mais il y a 10% qui sont dans un cheminement destructeur, tout ça. Au niveau des extraterrestres, c'est la même chose. Il y a des petites factions rebelles qui ont décidé d'outrepasser les interdits, parce qu'il y a des interdits sur la Terre. C'est pas n'importe quel extraterrestre qui peut venir sur la Terre en ce moment et faire n'importe quoi. Non. C'est vraiment régimenté. Il y a 5 races. Il y a 5 races principales qui régimentent tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment. Et il y a peut-être des rebelles parmi ces races-là, mais la majorité sont là pour protéger, surveiller les activités qu'il y a sur la Terre. Oui. Un autre domaine que j'ai beaucoup exploré dans les derniers jours, puis ça, tu dois connaître ça, cette vague d'hypnologues qui décident de mettre sous hypnose des personnes pour les nettoyer de leurs implants, les nettoyer de tous les parasites extraterrestres qui les envahissent. Le principal, c'est un Espagnol, que tu as sûrement entendu parler, qui s'appelle Espagnol ou Portugais, je ne suis pas sûr.
Il y a un nom espagnol, donc c'est pas facile à retenir. Il est très connu sur Internet. Il y a au-dessus d'une trentaine de vidéos sur lui. Là, je vais essayer d'être honnête parce que c'est un grand, grand débat. Parce que j'ai reçu un message la semaine passée d'une personne qui faisait des expériences selon la méthode de ce... Ça sonne comme diffragie. Bon, j'ai oublié le nom. OK. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça n'a pas beaucoup de sens, mais il faut comprendre ce qui se passe. C'est un hypnologue qui se spécialise à mettre sous hypnose des personnes qui disent avoir des problèmes dans leur vie, problèmes familiaux, problèmes de travail, problèmes émotifs, et qu'en les mettant sous hypnose, il va aller chercher en lui, en la personne, quels sont les éléments extraterrestres qui le parasitent, qui l'étouffent, qui l'empêchent d'évoluer, et aussi d'enlever les implants que les extraterrestres auraient mis dans son corps, qui l'empêcherait, qui serait comme sous l'emprise de races extraterrestres. C'est globalement ce qu'il fait. Et il ne fait que ça. Dans le sens que quand il prend quelqu'un, les gens qui vont vers lui, qu'ils soient espagnols, francophones ou anglophones, il y a un traducteur, 90% des expériences qu'il fait, il les fait par Skype, par téléphone, donc il ne les a pas devant lui, et il y a souvent un interprète qui traduit le français à l'espagnol. Et il est tellement populaire qu'il y a d'autres et d'autres et d'autres hypnologues qui emboîtent le pas et font la même chose. Donc les gens qui entendent parler de lui vont vers lui, étant convaincus que ce sont des abductés, d'extraterrestres, qui sont pleins d'implants dans le corps et qui veulent se libérer. Donc la recette est toujours la même. Il met la personne, il demande à la personne de raconter ses problèmes de vie, globalement, et après ça, il le met sous hypnose, légère, et à partir de ça, il commence à lui poser des questions. Et là, la personne, automatiquement, elle est dirigée par l'hypnologue vers ça. Des implants, des entités parasitaires, des races extraterrestres qui veulent son énergie, manger ses émotions, qui veulent le rendre esclave, qui le bride dans sa vie pour qu'il reste sous la tutelle, sous l'emprise de ces entités-là. OK. Comment expliquer le côté un peu insensé de ça? Première chose, ce qui me frappe, dans le premier cas que j'ai écouté, la personne commence à simplement dire « Je sens une chaleur dans ma poitrine. » Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? La personne dit « Je sens une chaleur dans ma poitrine. » Immédiatement, l'hypnologue lui dit « Sors cette entité-là de ta poitrine et je veux savoir qu'est-ce qu'elle est, cette entité-là. » Et nous allons lui parler puis lui demander qu'est-ce qu'il fait là. À quel moment donné que la personne hypnotisée a parlé d'une entité, elle a parlé d'une chaleur. Et l'hypnologue en a fait une entité malfaisante qui parasite cette personne-là. Elle fait sortir l'entité, puis là, elle dit « Je veux parler de l'entité. » Mais l'entité va parler à travers la personne hypnotisée. « Dis-moi ton nom, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu parasites cette personne-là, de quelle race que tu es, et je te demande de partir. » L'entité va dire « Je m'appelle un tel. » Il dit « Je veux parler à ton chef. Parce que toi, tu dois rien qu'être un exécutant. Je veux parler à ton chef. » Le chef vient, toujours à travers la voix de la personne hypnotisée. Le chef vient, donne son nom, puis là, l'hypnologue, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu harcèles cette personne-là? Je te demande de libérer cette personne-là. » L'entité, non, il dit « Non, je ne veux pas m'en aller. Je te commande de t'en aller. » Il y a 2, 3 ostinations, et après ça, l'entité s'en va. Et voilà, je t'ai libéré d'une entité parasitaire extraterrestre qui te harcelait depuis 25 ans. Voilà, c'est ça. Ou sinon, s'il est devant la personne, il va faire une petite pause. « Oh, je t'enlève la mauvaise entité, puis tu n'as plus rien. » Et là, il va parler des implants. Mais c'est là que ça devient un peu plus flyé.
La personne dit, la personne a dit, j'ai des implants. Alors, où ça? J'en sens une dans ma tête, je sens un morceau de métal dans ma tête, j'en ai un dans ma poitrine, j'en ai un dans mon poignet gauche, j'en ai un autre dans mon pied droit. Alors, tu vas tout enlever ça. Demande aux entités qui t'ont mis ça, des enlever. Alors, ils les enlèvent, les entités les enlèvent. Mais là, de quoi qu'on parle, là? On parle-tu d'implants physiques? On parle-tu d'implants éthériques? On parle de quoi? Puis les entités qui viennent parler, là, c'est qui ça qui parle? Un extraterrestre, mais un extraterrestre. Y es-tu vivant quelque part, physiquement? Y a-tu un corps? Ou c'est une entité désincorporée? De quoi qu'on parle? Moi, j'ai parlé tantôt d'une entité maléfique qui m'avait oppressé après avoir voulu aider une personne hantée. J'ai dû me débattre pour me débarrasser de cette entité-là. Là, ici, on parle de chef de la race reptilienne insectoïde. Puis l'hypnologue, il dit, toi, là, tu t'en vas de là. OK, je m'en vais. Excusez-moi de vous avoir dérangé pendant 25 ans. Puis là, on se pose la question, mais à quel niveau que ça se passe? Sais-tu, on parle des extraterrestres qui existent réellement, des insectoïdes, des gris, des blancs, des bleus, des jaunes. Et là, on parle à ces entités-là à travers le corps de quelqu'un. Mais ils sont où? Et comment ça se fait qu'ils parlent à travers cette personne-là? Grâce aux implants? Et ils s'en vont comme ça en leur disant 2-3 fois de s'en aller. C'est tout un univers. Puis en plus, ces gens-là, sous hypnose, racontent des histoires à dormir debout. Qu'est-ce que tu vois? Je suis dans une soucoupe volante. Ils m'amènent sur la planète Mars, puis ils veulent faire de moi un esclave. Je vais appartenir à un peuple d'esclaves, puis je vais être soumis au peuple des insectoïdes. C'est la planète Mars. Mais tu racontes ça, là, mais là, tu parles que les entités insectoïdes sont dans ta tête, ils te parlent. Quand ils vont t'amener sa planète Mars, puis comment tu vas vivre sa planète Mars, puis ils ont-tu besoin d'êtres humains pour... Ils ne sont pas assez évolués technologiquement pour avoir besoin de serviteurs qui servent les repas, puis qui nettoient le jardin. C'est quoi, comment ça se passe? C'est assez... Je veux pas être moqueur. Mais tout se passe au niveau mental. On élabore des théories dans la tête. On pose des questions aux personnes. On leur demande pas objectivement de raconter ce qu'ils vivent. On leur demande de sortir les entités maléfiques. Mais ce qui est très important à dire, quand quelqu'un arrive et dit, moi, là, ma femme m'a abandonné, elle a divorcé, mes enfants ne me parlent plus, j'ai perdu ma job, mais c'est pas de ma faute. C'est des extraterrestres qui m'ont parasité, puis qui me font vivre toutes sortes de malheurs. C'est eux autres qui font que ma vie est un enfer. Sinon, je serais le plus parfait mari, le plus merveilleux père et le meilleur employeur qui existe. C'est à cause des extraterrestres que je vis ça. Je ne suis pas responsable de mon histoire. Moi, ça me rappelle les peuples africains qui sont cette tradition de penser que quand je suis malade, c'est pas de ma faute, c'est un mauvais esprit qui me harcèle. Si j'ai eu un accident, ben c'est un voisin qui est jaloux puis qui a fait un rituel pour me faire me blesser. On est dans le déni total de la responsabilité de chaque être humain qui est responsable de sa vie, qui n'est pas une victime, mais il est quelqu'un qui chemine, qui apprend des choses. Mais à l'entendre, il n'est pas le seul qui fait ça sous Internet. Il a vraiment attiré des milliers de gens qui sont convaincus qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres et qui sont vampirisés énergétiquement, émotionnellement. Ils ont des implants partout dans le corps. Et plusieurs... Et là, c'est là que j'en reviens pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie, une personne qui me contacte il y a une semaine, qui commence à me raconter que lui, il faisait selon la méthode de cet hypnologue-là, mais il faisait tout seul, lui-même, chez lui, avec un ami, et ils font des expériences d'auto-hypnose, et
il s'enlève des implants. Il m'envoie un message. Là, je ne veux pas ridiculiser personne, là, mais il m'envoie un message. Alors, j'ai 7 ans, j'ai eu des problèmes de vision. Ça a duré 1 an. Ça, c'est à cause d'une race de mouches, d'une race de mouches qui existe. Après ça, j'ai eu de la misère à l'école à l'âge de 12 ans. Ça, c'est à cause d'une race insectoïde qui m'a bloqué au niveau de mon intelligence. J'ai aussi été attaqué par des reptiliens qui m'ont pris mes émotions, mon énergie. J'étais attaqué. J'ai dit, coudons, là. Un seul être humain qui intéresse à peu près 5-6 races différentes, là. Je veux bien croire que c'est bien important, là. Mais qu'il y ait 5-6 races dans l'univers qui s'intéressent à ton cas, ton petit cas, là, puis qui te met des bâtons, des roues dans ta petite vie, là, à Montréal, là. En plus, ben, il disait qu'il avait invoqué d'autres races plus positives, donc il était en contact avec des races positives qu'il protégeait contre les races maléfiques qui lui faisaient du tort. C'était un adepte de ces petits hypnologues sur Internet. Il n'y a pas une seconde d'objectivité là-dedans. C'est un hypnothérapeute qui se consacre à exorciser des humains. On n'en est pas rendu à se retrouver comme à l'époque de l'Inquisition. On exorcise des personnes possédées, mais ils ne sont plus possédés par le diable ou par Satan, ils sont possédés par des extraterrestres, qui n'ont rien que ça à faire, ni à nous sucer notre moelle. On est aussi intéressant que ça pour que des dizaines de races viennent ici nous prendre notre énergie, nos émotions, veulent faire de nous des esclaves. Ils ont-ils besoin d'esclaves dans leur monde? Si un peuple a une technologie assez avancée, ils ont-ils besoin d'avoir des serviteurs pour amener leur repas ou pour passer le balai? Je ne sais pas, moi. Je comprends pas. Et ça amène toute une image assez négative. Il n'y a plus aucune race extraterrestre qui est bienveillante, qui est positive. Ils sont tous après nous. Et on en vient à une grande vision que beaucoup ont. Nous, on est des êtres qui ont été créés par un Dieu. Nous sommes des êtres privilégiés, nous avons une âme, donc on est spécial, on est différent. Et les extraterrestres, eux autres, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas de... Donc, c'est des êtres... on ne sait pas qui les a créés, mais c'est des êtres pas bons. Ils ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas d'âme comme nous autres. Donc, ils n'ont pas été créés par Dieu. Ils ont peut-être été créés même par le diable. Peut-être. Mais là, on rentre dans un autre pattern qui apparaît face aux extraterrestres. C'est les mouvements perfides qu'on dit sataniques deviennent aussi des mouvements associés avec des extraterrestres. On associe des extraterrestres à Satan, au satanisme, au maléfique. Ça devient confus. Pour moi, en tant qu'extraterrestre, j'en arrive à me dire, mais c'est tellement tordu que comment qui, moi, vit dans un monde harmonieux, comment je peux essayer de comprendre comment des êtres en viennent à être tordus comme ça? Premièrement, on va être clair. Satan, c'est une création de l'Église catholique. Point final. L'Église catholique, pour s'affirmer, a dû créer un ennemi potentiel. L'ennemi potentiel, c'était Satan. Satan n'existe pas à l'extérieur de l'Église catholique. Comment expliquer ça? Sans l'Église catholique, Satan n'existe pas. Les deux sont interreliés. Chacun a besoin de l'autre pour exister. C'est terrible là, ce que je vais dire là. Ils existent en communion. L'Église catholique a besoin d'un faire-valoir opposé pour renforcer leur suprématie. Comment ça s'est produit? Ça s'est produit à une époque où l'Église catholique, pour s'imposer,
devait se débarrasser de tous les petits cultes, les cultes régionaux, villageois. Alors, pour se débarrasser de tous ces petites cultures, même aussi tous les cultes qui viennent de l'Angleterre, de l'Irlande, de la France, tous ces cultes-là, qu'on disait païens, l'Église catholique, pour s'imposer, a dû s'en débarrasser. Mais comme il y en avait tellement, qu'ils en sont arrivés à établir un certain personnage qu'ils ont appelé Satan, ils lui ont donné une forme physique qui est issue des cultures, comme les sorcières. Les sorcières, ce sont la création de l'Église catholique. Des sorcières, ce sont des sages-femmes, des femmes guérisseuses qui guérissaient, soignaient les gens dans les villages. Pour s'imposer, la chrétienté a dû se débarrasser de ces femmes qui empiétaient sur le côté guérison spirituelle de l'Église. Les sages-femmes, ce n'étaient que les guérisseuses de l'époque, comme dans toutes les cultures et tous les peuples, il y a des guérisseurs. Et on les a diabolisés. On a diabolisé un personnage pour en faire Satan. Mais quand on regarde sur Internet, pour ce qui concerne Satan, ça vient toujours en relation avec l'Église catholique. OK. Il y a un autre phénomène qui est aussi très important à retenir, c'est que quand l'Église catholique a voulu s'imposer, elle a dû détruire tous ces petits sectes, tous ces petits mouvements religieux, et elle a torturé, brûlé, tué des milliers et des milliers de personnes à travers toute l'Europe. Par centaines qu'on brûlait sur des bûchers et qu'on torturait. Comment pouvez-vous imaginer qu'il n'y a pas des êtres qui se révoltent là-dedans et qui créent ce qu'on appelle le rituel satanique? Le rituel satanique, c'est un mélange des anciens cultes faits par les villageois, et c'est un mélange d'une révolte violente envers l'Église oppressante. Une messe noire, c'est une messe catholique à l'envers. La plupart des rituels sataniques, c'est des rituels qui sont en réaction aux rituels catholiques. 80% des rituels sataniques, ce sont des blasphèmes envers les rituels catholiques. Le satanisme ne peut exister qu'avec le catholicisme. Et le satanisme, c'est en soi une révolte contre l'oppression d'une Église dominante, oppressante, martyrisante. Et dans ce sens-là, quand il y a des êtres qui sont possédés, des êtres qui sont harcelés par différentes entités, ne sont-ils pas harcelés, entre autres, par des êtres qui sont encore en réaction de violence à ce qu'ils ont vécu dans d'autres vies? Quand tu es torturé et brûlé par une Église qui se prénomme une Église catholique au nom de Jésus-Christ, comment tu peux ne pas être de l'autre côté en rage, en colère envers la religion, envers même Dieu et envers Jésus? Et je peux comprendre, jusqu'à un certain point, qu'il y a des êtres qui sont en colère et qui veulent se venger et qui peuvent harceler des êtres humains. Ils vont un jour avoir à passer au travers de cette rage, cette haine, mais cette rage et cette haine a été provoquée par l'Église elle-même. Et c'est là qu'on ne peut pas les détacher l'un de l'autre. Alors, quand je lis sur Internet des gens qui disent que, OK, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits dans les dernières années sur tous les exorcismes, sur tous les rituels sataniques, sur les vampires, alors ça a redonné une recrudescence dans la population de gens qui se croient harcelés par des entités négatives ou des gens qui sont attirés par tous les rituels sataniques. Il y a ici une chose. Tu connais l'histoire de Corrado Balducci? Corrado Balducci était les bras droits del Pope Bénédicte, le pape. Du pape, OK. Donc, Corrado Balducci était un exorciste
au Vatican, et il parle dans son vidéo, il y a beaucoup de vidéos, donc il parle que les extraterrestres sont des démons. Il fait la connexion des diables et des démons avec les extraterrestres. Et il parle que l'ufologie, c'est le nouveau démonologie. Oui, et Corrado Balducci est très très important parce que c'est la deuxième personne sur le Vatican. Après le pape, il était les... Oui, c'est ça. C'est ce mélange sur Internet de tout ce qui est le satanisme, le diable, avec les extraterrestres. Tant que ça, on peut dire la même chose des musulmans intégristes qui tuent des milliers de personnes, qui s'entretuent, tout ce qu'ils font en ce moment dans les villes en Syrie, où ils tuent sans aucune limite des milliers de civils. Comme j'ai dit tantôt, c'est difficile pour moi d'en parler d'une façon approfondie parce que je ne suis pas dans cet univers-là. Mais quand je m'approche de cet univers-là, c'est très confus pour moi parce que j'ai la misère à comprendre les motivations qui sont derrière ça. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas séparer le satanisme du catholicisme. Ce qui fait que les gens qui voient du satanisme partout sont souvent des pro-catholiques poussés au maximum. Jésus est jamais loin. Là. On va parler rapidement de Jésus. Rapidement, quand on parle des gens qui sont pour le satanisme. Mais je vais donner un exemple. Il y a un Français qui a fait plusieurs documents, comme quoi qui mélange la pédophilie et tous les groupes de gens qui font la pédophilie. Il associe ça au satanisme. Il dit que les groupes de pédophiles sont sataniques. Mais là, arrêtez de mélanger tout, là. Et oui, les pédophiles sont répréhensibles, c'est une catégorie de personnes. Mais ne dites pas que tous les pédophiles sont dans des groupes sataniques. Là, c'est autant dire, on va voir du satanisme partout. Il ne faut pas mélanger. Mais souvent, ce sont des personnes qui sont issues de milieux très religieux et qui mélangent, un peu comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons, dans leur façon de penser, tout ce qui est extérieur à leur monde est automatiquement satanique, diabolique. Si tu sors des témoins de Jéhovah ou des Mormons, tu t'en vas dans l'univers de Satan. Alors, c'est une façon de retenir les gens dans un culte très fermé, très... Tu sais, je veux dire, c'est à terre, il y a combien de catholiques par rapport aux bouddhistes, par rapport aux musulmans, par rapport à toutes les autres religions? On ne présente même pas, je ne sais pas, 20%, 10%, 20%. Alors, moi, quand je rencontre un fondamentaliste de l'Alabama avec sa Bible dans la main, qui me dit il n'y a que Jésus pour le salut, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Mais excuse-moi, mais c'est à terre, il n'y a pas que des catholiques, il y a d'autres mondes. Puis ce monde-là, ils vivent leur vie, puis ils ont leur morale, puis leur croyance. Mais je reviens à ta fameuse question, parce que dans le fond, c'est toujours l'idée de diaboliser ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. Que le grand des plus grands de la papauté parle de Satan, du diable face aux extraterrestres, c'est toujours la même affaire. Ils ne sont pas catholiques, donc ils sont automatiquement diaboliques. Il ne faut pas oublier que les missionnaires catholiques, quand ils ont visité l'Amérique du Sud, c'était tous des êtres de Satan. Tous ces êtres-là qui n'avaient pas connu Jésus étaient automatiquement des êtres diaboliques, ou au mieux des païens, mais pour l'ensemble des missionnaires, c'était des êtres qui vivaient dans le péché et
dans un monde diabolique. À écouter les gens sur Internet, il y a des diables partout, qui se cachent partout. Je ne peux pas dire. Je vais raconter un fait. Moi, en ce moment, je suis appelé à rencontrer beaucoup de contactés. Et j'en ai rencontré plusieurs. Puis, plusieurs, ça veut dire une vingtaine, une trentaine. Là. Et j'en ai rencontré un récemment qui était dans une conférence. Et j'ai dit, tiens, je vais aller le voir. Je vais aller le voir parce que j'ai envie de parler avec lui. Peut-être pour établir un contact, tout ça, puis voir c'est quoi son histoire. Mais quand j'ai approché de lui, j'étais à peu près à 7-8 pieds de lui, 2 mètres à peu près. Et moi, je ne vois pas les auras. Je ne vois pas, je vois un peu, je sens quand dans la pièce, il y a une présence, parce que je sens que l'air est plus dense que d'habitude, mais je ne vois pas les auras des gens. Je ne me vanterai pas de ce que j'ai pas. Mais quand j'ai approché de cette personne-là, j'avais jamais vu son avis. Il avait un brouillard noir tout le tour de son corps, à peu près un pied. Tout autour de son corps, il y avait une espèce de brume noire, assez que je le voyais comme flou. C'est la première fois que je voyais ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je regardais, il parlait avec une autre personne, puis quand quelqu'un s'approchait de lui, bon, puis là, Mané, je vais lui parler, mais j'étais devant un être complètement habité par des forces négatives. Et cette personne-là se disait enlevée par des extraterrestres, qu'il avait vécu des belles expériences. Pour lui, c'était positif, puis que grâce à eux, il élevait ses vibrations, puis il montait là, dans les fréquences, dans l'amour et tout et tout. C'était beau à l'entendre quand il était à 30 pieds. Mais quand j'étais à côté de lui, j'ai senti que cet être-là était complètement manipulé par des êtres qui s'amusaient avec lui, à lui raconter toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, il m'a dit une phrase, puis ça, c'est une phrase clé, là, il faut la retenir, cette phrase-là. Ah, il dit, moi, je suis un élu, j'ai été choisi par eux autres, les extraterrestres, puis j'ai une grande mission à accomplir. Je vais jouer un rôle important dans le futur, je vais être responsable de beaucoup de gens. Ça, quand un enlevé dit ça, c'est qu'il est en ce moment manipulé par des entités pas extraterrestres, des entités du bas astral qui s'amusent pour le séduire, à lui faire croire qu'il est un être privilégié, qu'il a une grande mission, qu'il est un élu. Les vrais extraterrestres ne diront pas ça à un enlevé ou un contacté. Il va peut-être lui dire qu'il compte sur lui pour faire des choses importantes, mais ne le mettra pas sur un piédestal. Alors quand moi je rencontre un contacté, puis qu'il commence à me parler avec cette tournure de phrase, je sais que cette personne-là, elle est complètement là, sous la dominance d'entités, je dirais pas diaboliques ou maléfiques, des entités qui s'amusent avec lui. Comment? Qui le harcèlent, qui le vampirisent peut-être au niveau énergétique. Et c'est là qu'on peut parler des fameuses entités parasitaires. J'ai tellement de choses. Je voudrais tellement dire d'affaires. Je veux parler d'une chose, puis vous allez peut-être comprendre une nouvelle version. On m'a posé la question de la fameuse matrice, la matrice, la maudite matrice. Qu'il est stupide qui a sorti les 3 films de la série La Matrice. Ça, c'est un classique. On sort des films sur la matrice, tout le monde voit des matrices partout. On sort un film sur des vampires, les vampires existent, il y en a partout. On sort un film sur des zombies, des zombies ça existe, ah oui. Moi j'en ai vu des zombies, oui. Bon, ok. Et puis la matrice est vue comme un méga ordinateur qui contrôle tout, ok. Mais ça, encore là, c'est normal. On invente des ordinateurs, et on croit que l'univers est comme un ordinateur.
Je vais raconter quelque chose, toi, ça me revient, puis ça va faire rire un peu. Tu sais, moi, la médecine, je touche pas à ça. Moi, je suis en bonne santé parce que je ne vais pas à l'hôpital. Et je fuis les médecins. Je suis capable de me guérir moi-même. Aujourd'hui, on donne aux gens toutes sortes de traitements pour soigner les cancers avec du radium, puis des dérivés, pas les bombes atomiques, mais toutes les radiations, comment on dit ça, comment on appelle les fameuses radiations qui viennent de l'uranium. Bon, j'ai un blanc, c'est pas grave. Mais on soigne maintenant des gens en les irradiant avec des rayons qui sont issus de toute la science atomique et tout ça qui suit. Les gens trouvent ça bien, bien correct. Mais je vais raconter quelque chose. J'avais une de mes élèves qui a à peu près 75 ans, à peu près une élève en peinture, puis un moment donné, elle dit, tu sais, quand j'étais jeune, là, ma mère me soignait en me mettant de l'huile à chauffage sur la poitrine et elle me frottait avec de l'huile à chauffage. Parce qu'au début du 20e siècle, les familles chauffaient les maisons et éclairaient les maisons avec de l'huile à chauffage. Fait que si l'huile à chauffage, c'est bon pour éclairer, si c'est bon pour réchauffer la maison, ça doit être bon aussi pour la santé. Alors, on se met de l'huile à chauffage, on frotte la poitrine de quelqu'un. On trouve ça tout à fait ridicule aujourd'hui. Bon, ben, quelques années plus tard, on invente l'électricité. L'électricité qui permet d'éclairer les maisons, qui permet de chauffer. Et là, on commence à donner des chocs électriques au monde, en disant que si c'est bon pour chauffer puis éclairer, ça doit être bon pour soigner l'organisme. Quelqu'un qui est un peu faible, on lui donne un choc électrique, ça lui donne un boost. Quelqu'un qui est neurasthénique, qui est dépressif, on lui donne des chocs électriques. On lui met 2 pieds dans l'eau, puis on fait passer un courant sur une chaise métallique, puis on donne des courants électriques. Des années 60, on s'est mis à dire, mais c'est complètement barbare, c'est complètement ridicule. On le fait encore aujourd'hui, mais selon des critères très stricts. Mais maintenant qu'on a découvert les bombes atomiques, puis que maintenant, grâce à l'énergie atomique, on chauffe les maisons, on éclaire les maisons, ben, on va irradier le monde avec on va leur mettre du radium dans le derrière, puis ça va lui soigner son cancer. Puis tout le monde croit à ça, tout le monde trouve ça bien, bien correct. Dans 40 ans, on va dire, mais mon Dieu, que le monde était barbare et imbécile dans les années 2000 de soigner le monde avec du radium. Aussi ridicule que donner des chocs électriques, aussi ridicule que de frotter la poitrine avec de l'huile à chauffage. C'est ça, comment transposer ce qu'on connaît dans notre quotidien. Alors, la matrice, c'est que comme tout fonctionne avec des ordinateurs aujourd'hui, ben l'univers fonctionne peut-être sur le principe d'un ordinateur. Qu'on ait des puces dans l'univers. Quelques-uns sont des virus dans l'univers. Okay. Mais je vais vous dire la vraie vérité, là. Il y a une vérité derrière ça. Parce que les gens veulent tous sortir de la matrice. Je ne veux plus être sous la tutelle de la matrice, je veux être libre, je veux être conscient, je veux connaître la réalité derrière ce faux semblant. La matrice, ben, elle existe, la matrice. C'est l'univers entier. L'univers entier est un être conscient. Nous vivons à l'intérieur d'un être conscient. Mais cet être-là, il pense, il a des émotions, il a des pensées, il pose des gestes, il est en action. Alors, nous sommes en dedans de lui. Est-ce qu'on peut se séparer de lui? Quand il a une grande émotion, quand il a une conduite de vie, nous le ressentons comme étant tributaire de ses pensées, de ses émotions, de ce qu'il vit. Nous sommes sous la tutelle d'un immense organisme qui décide pour nous ce qui est bien pour l'ensemble de tout l'univers, son univers à lui. C'est sûr qu'on est tributaire de lui. Nous sommes assujettis à ce qu'il pense,
à ce qu'il ne pense pas, à ses moments de tristesse ou à ses moments de joie. On vit à l'intérieur de lui. Nous devons, jusqu'à certains points, nous lui devons notre façon d'être qui est tributaire de lui. Peut-on s'en séparer? Peut-on en sortir de l'univers? Parce que sortir de la matrice veut dire sortir de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de l'univers? Ben là, il y a d'autres univers qui sont mieux ou sont pires. Toi, là, tu es un Dieu habité par des millions et des milliards de formes de vie qui sont tributaires de ce que tu penses. Que quand tu fais le pas, c'est tout ton univers intérieur qui subit un contre-choc de ta période où tu fais le pas, où tu es triste. Ils peuvent un jour dire, ben, on aimerait ça sortir de lui pour ne plus être sous son influence. Son influence qui dirige tout. Mais s'ils sortent de lui, ben, il meurt. Parce qu'il est intimement relié à toi. Chaque cellule de ton corps sont intimement reliées à toi. Si elles sortent de ton corps, elles n'ont plus ce contact énergétique qui les tient en vie. C'est là qu'il faut arrêter de parler d'indépendance. Je veux être libre, je veux être indépendant, je veux dépendre de personne, je veux pas que personne me dise quoi faire. Arrêtez de dire ça. Moi, les chanteurs, liberté, 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 je veux liberté. C'est le seul mot qu'on entend dans les chansons. Après, amour, c'est liberté. Le premier mot qu'on entend des chansons, c'est amour, puis le deuxième, c'est liberté. Tu n'es pas libre. Tu es en symbiose dans un univers et tu l'habites et tu dois lui rendre compte de tes actes à cet univers-là. Et on est tellement en symbiose avec l'univers que chaque fois que quelqu'un meurt quelque part, ça nous affecte. On est toujours affecté par tout ce qui se passe dans l'univers. Et c'est là que je vais dire quelque chose là, qui nous ramène à notre sujet. Et oui, on peut être parasité par des entités qui trouvent que notre énergie a goût de bon. Des fois, pas toujours, a goût de bon. Pourquoi qu'on s'en débarrasserait de ces entités-là? Ils vivent à notre crochet. Jusqu'à certains points, ils équilibrent notre énergie. Ça veut dire qu'ils nous prennent ce qu'ils ont besoin, mais ils savent que s'ils en prennent trop, ils menacent notre santé, notre vie, notre équilibre. Donc, c'est sous-pesé. Et là, je rentre dans le domaine que personne veut entendre, mais je vais en parler. Les extraterrestres qui mangent de la chair humaine. Oui, oui, ça goûte bon. Non, non, mais, ok, allons-y, n'ayons pas peur de dire, il est possible, et je ne dénierai jamais le fait qu'il y a des extraterrestres qui peuvent se nourrir d'êtres humains. Ok. Là, j'entends tout le monde dire, ah, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Pourquoi c'est affreux? Nous sommes une chaîne alimentaire. Si tu apprends qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui se nourrit de toi, OK? Abominable. Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre que tu n'es pas dans le top de la chaîne alimentaire? Ça t'apprend à ce que vivent toutes les vies sur la Terre en ce moment. Tous les animaux, tous les insectes, les plantes, ils passent leur journée à trouver à manger, ils passent la journée à faire en sorte qu'ils ne se fassent pas manger. Tous les animaux sur la Terre passent leur vie à trouver à manger et à éviter d'être mangés. Qu'est-ce que ça fait pour un être humain d'apprendre qu'il pourrait être pas le top dans la chaîne alimentaire, mais qu'il pourrait aussi savoir qu'il peut être quelqu'un qui peut être mangé par une race supérieure. Moi, j'ai pas peur de ça. Mais il y a peut-être des êtres sur la Terre qui ont peut-être quelque chose à apprendre là. Le respect de la vie. Le respect que quand un être donne sa vie pour que toi, tu continues à vivre, il y a un respect à faire envers cette vie-là, qui s'est sacrifiée pour que toi, tu continues. Là, je vais faire une farce.
Tu sais, nous autres, de plus en plus, on mange bio, avec le moins de pesticides possible. Moi, je mange plus de viande depuis une dizaine d'années, mais on fait attention pour manger de la nourriture saine. Je ne suis pas sûr que les humains, en ce moment, soient une nourriture saine. Premièrement, il y a beaucoup de gras, bourré d'antibiotiques, de produits chimiques. Je ne pense pas que la viande humaine, c'est la plus recherchée en ce moment dans l'univers. C'est une joke pour dire faut arrêter de croire qu'on est des êtres privilégiés, qu'on n'a pas à rendre compte à personne, qu'on peut disposer de toute la vie sur la Terre à notre guise, puis qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui vont venir nous montrer une autre façon de vivre, plus respectueuse de la vie. Et s'il y a des extraterrestres, je dis bien s'il y a des extraterrestres qui se nourrissent d'êtres humains, bon, mais il y a quelque chose à apprendre là encore. Entre la personne qui se fait manger et la personne qui mange. Il y a une raison là, il y a une expérience à vivre, puis il y a, tu sais, les gens, si c'est vrai, puis là je dis bien, si c'est vrai que sur la Terre, il y a des êtres humains qui se font enlever et qui sont martyrisés, qui servent à des expériences de laboratoire, des expériences douteuses, pas méprisantes, traumatisantes pour un être humain, je vais dire quelque chose de très cruel. Quand un être humain donne un coup de pied à un chien, quand un être humain écrase une chenille sur un trottoir, quand un être humain martyrise des animaux dans un laboratoire, comment que cet être humain-là peut comprendre qu'est-ce que vivent ces êtres-là si ce n'est pas en passant par le même chemin? Se retrouver dans une cage et de servir de cobaye pour des extraterrestres. C'est dur ce que je dis là, mais c'est ça la loi du karma. La loi du karma, c'est si tu n'as pas la conscience du respect de toute forme de vie, les autres humains peuvent te le montrer, mais si tu as eu une vie, des vies qui ont été très, très dures envers les races inférieures, les animaux, peut-être que ça te prend une race supérieure pour te montrer comment qu'on peut être abaissé à pas grand-chose. C'est dur à dire, mais je le dis parce que il n'y a rien qui n'a pas sa raison d'être dans l'univers. Et si tu as à vivre quelque chose d'aussi traumatisant, tu auras à le vivre. Pour revenir à la matrice, c'est un peu ça que j'avais à dire, c'est qu'arrêtez de prendre les découvertes scientifiques qu'il y a en ce moment, puis d'essayer de leur trouver une généralité dans l'univers. Je ne sais pas combien de temps. 1h43 minutes. Bon, OK. Je vais terminer parce que j'aime ça terminer sur quelque chose de positif. J'espère avoir, comme d'habitude, je vais regarder ma jolie petite feuille, Oui. parce que j'avais des sujets. Oh boy. Pour ce qui est des conspirationnistes qui ont peur du futur, moi je vis dans le présent, dans le maintenant, et quel que soit qui va se passer dans le futur, j'improviserai au moment que ça va arriver. Mais je n'ai pas en ce moment à m'inquiéter du futur quand aujourd'hui tout va bien, que ma vie va bien, que j'ai une vie qui est pour moi enrichissante. Quand il arrivera des malheurs, je serai là pour les vivre pleinement. OK. OK. Je vais terminer avec à peu près ça. Mais je vais finir par quelque chose de positif. Vous savez que, j'en ai pas parlé dans mes vidéos, mais j'ai parti un groupe qui s'appelle le GPS-AC, groupe de partage et de soutien pour adducter et contacter. Nous avons fait jusqu'à date 2 rencontres. Il y avait 9 personnes à la première rencontre, 8 à la deuxième. Donc, c'est fait pour juste, on se réunit chez moi, dans mon atelier, et on parle. C'est tout est contacté, tout des hurluberlus. Alors, on se reconnaît entre nous autres. Mais, ce qui est important que je dois dire, c'est que je fais un petit peu un tri. C'est-à-dire que les contactés qui m'approchent en ce moment, c'est des gens qui ont vécu des expériences positives avec les extraterrestres
et on partage, on échange ce qu'on a vécu et on s'amuse beaucoup, c'est très, très plaisant. Et ça fly dans bien des directions. Et j'ai décidé de faire des audios de ces rencontres-là. C'est-à-dire que je ne peux pas transposer la soirée entière de 4 heures, mais j'ai commencé à prendre des contactés séparément, les amener chez moi et je les interviewe. Ils me racontent leur histoire, je leur pose des questions. La première est sortie, celle qu'ils ont faite avec Chantal. Donc, ça s'appelle Chantal se raconte auprès de Colin Chabot. Vous le trouvez sur YouTube. Et dans les 5-6 prochains mois, il va y avoir au moins 3-4 autres contactés qui vont communiquer leur histoire de la même façon. Et ça, j'y tiens parce que ce sont des gens qui ont eu des expériences superbes avec des extraterrestres, qui les ont fait grandir, qui les ont fait évoluer, et ils sont capables de raconter leur histoire complètement, avec une bonne lucidité. Ils sont capables de voir les répercussions positives que ça a amené dans leur vie. Ils sont capables aussi de raconter le choc de ces expériences-là, mais aussi qu'est-ce qu'ils en ont fait de constructif dans leur vie. Et ça, j'y tiens pour que sur Internet, il y ait de plus en plus des témoignages de gens qui ont eu une évolution formidable à partir de rencontres avec des extraterrestres. Je ne nie pas ceux qui ont pu vivre une expérience traumatisante, mais encore récemment, une femme en Europe m'a envoyé un message, et depuis j'ai parti ce groupe de partage, vous comprenez que je reçois de plus en plus des appels, des messages de gens qui veulent me raconter leur histoire. Et comme je me considère moi-même comme un contacté, ces gens-là me font confiance et ils s'ouvrent et ils racontent simplement leur histoire. Encore récemment, une femme qui m'avait envoyé un premier message un peu traumatisant. Cette femme avait été enlevée plusieurs fois, avait eu des bébés qu'on lui a enlevés, et elle racontait ça d'une façon un peu traumatisante. Elle et son mari avaient vécu des expériences qu'elle jugeait bouleversantes. Mais dans le fond, deuxième témoignage, le lendemain, elle me renvoie un deuxième texte, et elle raconte en détail que par 2 fois, elle a été guérie de maladies très graves. Elle avait un problème au cœur, elle prenait des médicaments et elle devait subir une opération au cœur. Et 2 semaines avant l'opération, ils font un rayon X, plus rien. Son cœur parfait, arrête les médicaments, tout. Elle a fait aussi un problème à la glande, à l'hypophyse. Elle avait une masse à l'hypophyse assez grave et qui demandait aussi une opération importante. Quelques jours avant l'opération, un dernier scan, plus rien. Plus rien. Du jour au lendemain. Son mari, la même chose, après avoir eu une hépatite C, a eu un problème au foie. Même chose, avant l'opération, il est entièrement guéri. Et leur fils, qui fait partie aussi des enlèvements, a subi aussi des métamorphoses. Jeune, c'est un enfant qui était un peu attardé, qui était dans une classe pour enfants spéciale. Puis à 15 ans, du jour au lendemain, il est guéri, il rattrape tout son retard. À 20 ans, il rentre à l'université, il fait une maîtrise. En l'espace de quelques années, il récupère toute son intelligence. Elle me raconte ça comme deuxième témoignage. Puis là, je me disais, c'est quand même quelque chose. Ils l'ont enlevé pour des raisons de reproduction, pour avoir des enfants hybrides, mais en même temps, ils l'ont soigné plusieurs fois dans sa vie. Ils l'ont guéri de problèmes graves de santé. Puis ça, c'était la version positive de son histoire. J'ai trouvé assez intéressant. C'est là que je me suis dit, ils prennent soin des êtres humains. Et c'est quand même quelque chose. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils ne sont pas obligés de guérir des personnes qui prennent en particulier et qui s'en occupent. Ils s'en occupent même au niveau de la santé. Alors, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de guérison, ça va être le sujet de notre prochaine rencontre. Hey, j'enchaîne, je n'ai pas fait exprès. Je suis en train d'écrire un texte qui va s'appeler À la source de la guérison. Le texte est presque terminé, le brouillon est fini, il me reste à le mettre au propre, le faire traduire en anglais. Et j'ai décidé tant qu'à faire un texte, pourquoi pas faire aussi une prochaine vidéo sur le concept de l'équilibre, de la santé, de la guérison, comment les extraterrestres voient le corps humain, puis comment entretenir la santé en général. Alors, ça va être ça. Je ne sais pas trop, comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je suis sûr que je vais avoir de quoi parler encore.
C'est la guérison. Très bien. Merci beaucoup, Colin. C'était- Merci à tous. On était avec Monsieur Colin Chabot et on se voit la prochaine vidéo.